Et encore de votre mobilisation. On nous parle tous les jours de souveraineté alimentaire. L'État nous le rabâche, se fait plaisir dans tous ses propos actuellement. Nous, sur le terrain, on assure depuis la première crise. Donc demain, si on veut que les générations se renouvellent, il nous faudra du prix. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, l'État fait pas son boulot d'appliquer la loi d'alimentation, que ça fait 2 ans que c'est en cours. Donc aujourd'hui, on a un défi à relever qui est dans 5 ans, 45% des agris pourront prendre leur retraite. Et qui nourrira les Français? On ne sait pas. À cette allure-là, ils ne veulent plus de leurs agris. Donc il est temps de se mobiliser et que l'État actionne les leviers qu'il peut pour que la rémunération redescende dans nos cours. Puisque Madame la directrice de cabinet, Madame Debièvre, merci de nous rejoindre et au moins faire état de la présence de l'État et de l'intérêt qu'on a aussi sur les difficultés de l'agriculture manchoise. Alors vous pouvez vous rapprocher de nous, on vous abritera un peu du vent et des déchets qui pourraient vous... Vous avez peur de nous? Bon, peu importe. Mais merci quand même de vous être déplacé. Évidemment, je m'associe aux propos du président des JA, de Luc, sur cette impasse dans laquelle on se retrouve encore après avoir travaillé ardemment au niveau national, au niveau régional, sur la mise en place des états généraux de l'alimentation, où on fait le constat que ce soit en lait, viande bovine et toute autre filière d'élevage, le compte n'y est pas. La preuve en est le fameux relèvement du seuil de revente à perte de 10% qui a été inscrit dans la loi. A priori, c'est fait, les consommateurs ont payé et il n'y a rien qui est redescendu sur les comptes des exploitations. Donc, il y a un moment donné, à qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est bien la question qu'on souhaite poser aujourd'hui à l'État, puisque on l'avait demandé pas plus tard qu'il y a un peu plus d'1 an, où on était déjà dans le marasme de la viande bovine, où on avait, je vous le rappelle, bloqué pendant 3 jours un abattoir pas très loin d'ici. Et le préfet nous avait organisé une table ronde avec l'ensemble des acteurs de la filière. La réponse qu'on avait eue de l'ex-ministre de l'Agriculture, qui était en son temps, qui avait mis en place les états généraux de l'alimentation, c'est qu'il fallait attendre 5 ans pour avoir une expertise de ce qu'allaient donner les EGA et les états généraux de l'alimentation. Foutaise, il faudra attendre moins de 5 ans, puisque nous, dans nos exploitations, on fait déjà le constat que les états généraux d'alimentation sont incomplets. Incomplet parce que, sans doute, du côté des services de l'État, on ne fait pas appliquer, et surtout du côté des filières, on ne fait pas appliquer les états généraux de l'alimentation. Foutaise également, quand on sait que le fameux article 44, qui bannit les distorsions de concurrence et qui permet, à un moment donné, à notre agriculture française d'être protégée des distorsions de concurrence et des importations, mais aussi de protéger le consommateur, eh bien, cet article 44, le décret n'est toujours pas publié. Une honte quand on sait les espoirs qu'on nous a fait miroiter autour des états généraux de l'alimentation. Alors, évidemment, Jean-Hugues prendra la parole et puis je vais demander aussi à quelques responsables de filière. Alors, merci Yvan de nous rejoindre sur la filière porcine. Donc, Yvan, si tu peux dire 2 ou 3 mots sur le contexte porcin. Est-ce que vous constatez aussi dans la filière porcine? Merci Sébastien. Donc moi je représente la production porcine et s'il y a un éleveur qui peut aujourd'hui s'apercevoir que la loi Egalim, il ne l'a pas vu passer, c'est bien un éleveur de porc. Je pense que ça va être la même chose pour les autres productions, entre autres tout ce qui est viande, que ce soit viande bovine ou viande de volaille ou autre. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui contournent la loi. Je trouve ça abominable qu'on soit là aujourd'hui pour faire appliquer une loi, Madame la directrice, qui dit, je me demande ce que je fais là, ce qu'on fait tous là. On devrait être plutôt à s'occuper de nos animaux, ce qu'on fait tous les jours. Et le remerciement, c'est, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis producteur de porc. Le porc, il est payé à 1,20 €, base cadran, 20 centimes de plus-value, 1,40 €. La semaine dernière, chez monsieur... Enfin, je ne vais pas en parler, que ce soit lui ou un autre, mais enfin bon, il est en première ligne quand même, un monsieur qui donne la bonne parole. Le kilo de côte de porc était à 1,45 €. Donc il reste 5 centimes pour partir de l'élevage
à se retrouver dans les étals de ces gens-là. On cherchait l'erreur. Donc s'ils ne contournent pas la loi, ces gens-là, eh bien, que Dieu m'en soit quand même. Donc aujourd'hui, il faut quand même respecter les éleveurs. Ils travaillent, ils se lèvent tous les matins, hein, et ils respectent tout ce qu'on leur demande, hein, en termes de bien-être animal, d'environnement. Et le remerciement, c'est de leur tirer à boulet rouge en tirant sur des prix des négociations. On voit bien dans nos groupes respectifs, tous les ans, c'est une poignée d'enfeigne. C'est des négociations à toujours plus bas. Moi, je suis éleveur de porc depuis 30 ans. La côte de porc, au mois de janvier, elle baisse de 20 centimes tous les ans en promotion. Je veux bien qu'il y ait des promotions. On les a demandées. On a essayé de les encadrer, mais on ne peut rien faire. Hein, c'est plus de la promotion, c'est du bradage. Hein. Donc, merci Sébastien. Merci, le directeur. Oui, je ne sais pas si Jean-Luc, j'ai croisé Jean-Luc Leblond tout à l'heure, j'aimerais bien qu'il puisse nous rejoindre. Pardon Jean-Luc, merci. Parce que évidemment sur la filière légumière, et notamment la filière carotte, et notamment l'article 44, je pense que tu as 2 ou 3 choses à nous expliquer, Jean-Luc. Oui. Bonjour à tous, donc oui, Jean-Luc Leblond, responsable de la filière légumière. Alors, comme on l'a déjà entendu là auparavant, l'histoire de l'article 44 qui permet... concernant la distorsion de la réglementation sociale et sanitaire. Donc je pense que là, avec l'article 44, on entendait beaucoup de choses et jusqu'à là, rien n'est fait, au contraire. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en matière de production de légumes, 50%, il n'y a que 50% des légumes qui sont consommés en France qui sont produits en France. Donc et là, on nous met encore davantage de couches de réglementation. Et donc ça devient de plus en plus compliqué pour les producteurs, quoi. Et c'est clair qu'il y a un certain écœurement dans les producteurs, pas beaucoup d'installations. Quand on voit tout ça, ça peut pas me donner de perspectives correctes. Et il faut quand même savoir que l'agriculture française est quand même une des agricultures les plus sécurisées au monde, on nous en demande encore. Du côté de l'environnement, comme ça a été soulevé tout de suite là, il faut quand même savoir que sur 180 pays qui représentent un peu l'ONU, quoi, on est quand même au niveau de l'indice de performance environnementale, on est les 5e. Et l'Allemagne, pour mémoire, je crois qu'elle est 10e, donc on est quand même très bien placé et on nous en demande encore. Ça devient quand même vraiment pénible. Revenir un peu peut-être sur l'histoire de l'article 44 avec les légumes qui envahissent nos unités de conditionnement, de transformation, de distribution. Il y a un moment, si l'article 44, on ne peut pas le mettre en application, ou si l'État ne veut pas le mettre en application, je ne sais plus ce qui se passe. Soit il faudra abroger cette loi, ou alors peut-être supprimer la moitié de l'Assemblée nationale. Moi, j'en sais rien, mais il y a un moment, il va falloir qu'on trouve des solutions. Maintenant, si l'article 44, on continue de le mettre en place, on se décide de le mettre vraiment en place, mettons les moyens, mettons les hommes. Sinon, un jour, on sera obligé, nous, les producteurs, peut-être de revenir encore en manifestation ou se donner un mot d'ordre, d'aller tout simplement libérer les magasins qui envahissent les produits l'alimentation, les magasins d'alimentation, les légumes ou la viande ou je sais pas quoi, qui ne respectent pas la réglementation française et qui est à la demande du consommateur. Donc si ça à un moment c'est pas fait, moi ce que je demande c'est la défense suprême des producteurs, de la production, avant qu'il y ait une véritable hécatombe, quoi. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci Jean-Luc. Alors pour appuyer un peu les propos de Jean-Luc sur le fameux article 44, il faut que vous sachiez que nous, dans la Manche, sur l'article 44, on vit, les maraîchers du département vivent un cas d'école tous les jours. On a supprimé, l'État a décidé, pour protéger le consommateur, pour protéger l'environnement, a décidé en 2018 de supprimer la dérogation qui permettait aux producteurs de carottes d'utiliser le produit qui s'appelle le dichloropropène. Soit. Nous sommes rentrés avec l'AOP Jardin de Normandie, avec l'ensemble de la filière, dans une démarche constructive pour permettre aux éleveurs d'aborder cette transition, aux maraîchers d'aborder cette transition et quelque part de répondre aux attentes à la fois de l'État mais aussi du consommateur. Résultat des courses, dans l'année qui a suivi, on a vu des carottes importées d'Espagne arriver sur les rayons.
et les carottes importées d'Espagne, évidemment, avec l'utilisation du dichloropropène en Espagne, en Italie, au Portugal. Bref, un certain nombre d'États membres de la communauté européenne ont continué à autoriser leurs producteurs à utiliser ce fameux produit dichloropropène. Évidemment, on ne peut pas aller contre les attentes sociétales, mais il y a un moment donné, on ne peut pas dire aux consommateurs on vous protège et on met des boulets aux pieds des producteurs français et laisser les produits d'importation arriver dans les rayons et on est à la barbe du consommateur. Donc voilà ce que je voulais redire et pour appuyer les propos de Jean-Luc. Alors je sais que quelques producteurs se mobilisent pour tenter une action juridique pour qu'à un moment donné, cet article 44 puisse au moins être respecté et s'imposer dans le paysage. Et voilà le cas d'école qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le département de la Manche sur le cas maraîchage. Voilà. Jean-Hugues. Merci Sébastien. Madame la directrice, les agriculteurs sont plutôt d'un naturel patient. Patient lorsque on sème, on attend et on sait attendre le moment de récolter. Mais j'avoue que voilà, bientôt 3 ans que nous avons semé la loi EGA, enfin tout au moins ce sont nos dirigeants politiques, la majorité présidentielle qui a semé la loi Egalim. Et le délai avant récolte est un peu long. Voilà 2 ans que cette loi devrait être effective et voilà 2 ans que nous attendons. Pourtant, le travail il a été fait. Il a été fait par les différentes filières, travail demandé par le ministre de l'Agriculture, je crois, pour sortir les indicateurs de coûts de production. C'est ce que nous avons fait et c'est ce qui fait apparaître, notamment sur la filière laitière, que l'ensemble des industriels laitiers devraient être en capacité de rémunérer le lait, aujourd'hui prix de base, aux alentours de 348 €. On en est loin. On en est loin puisque les moins-disants du département ont payé le lait 320 € sur 2020 et disons que les meilleurs élèves étaient plutôt aux alentours de 335. Je vous avoue, Madame la directrice, que je suis perplexe. À quelques mois d'un bilan présidentiel, à quelques mois d'une élection, je pense qu'il serait temps que notre cher président de la République fasse appliquer la loi et regarde de près ce qui se passe dans la grande distribution et regarde également ce qui se passe chez un certain nombre de transformateurs. Je pense, quand je vous dis ça, à une entreprise qui s'appelle Bigard. Comment voulez-vous que la loi puisse s'appliquer lorsque un gros faiseur de la viande aujourd'hui a quasiment le monopole du marché, quasiment le monopole de l'abattage en France? Vous comprenez bien qu'il faudra, dans la loi Egalim, qu'un certain nombre de cas particuliers s'appliquent parce que les agriculteurs et les producteurs sont bien impuissants face à ce monstre que j'ai nommé et que je renomme l'entreprise Bigard. La filière viande bovine, Madame la directrice, est en train de mourir. Une décapitalisation du cheptel allaitant de 2% par an, ce sont les chiffres. Et à ce rythme-là, nous sommes en train de perdre notre autonomie alimentaire. Ça me fait bien sourire au moment où on en parle de plan d'alimentation territoriale, notamment. Eh bien, de par la loi Egalim, j'aimerais que nous soyons en capacité rapidement de permettre aux producteurs et aux éleveurs d'être rémunérés à leur juste valeur. La filière laitière est inquiète et surtout qu'aujourd'hui, on sait qu'on a eu un effet positif d'environ 10 € des Egalim. C'est la seule filière où il y a eu un léger effet positif. Et il faut que sur 2021, ça se confirme. Tous les indicateurs de consommation sont plutôt positifs. Contrairement à la crise que nous connaissons, aux difficultés sanitaires, on est plutôt surpris de voir que les indicateurs de consommation tendent plutôt à tirer les prix vers le haut. Alors, j'appelle au retour à la raison. J'espère qu'il y a 2 messages à faire passer. J'espère que ce sera fait et je ne compte pas
enfin je compte du moins sur Monsieur le Préfet pour faire remonter deux emails à l'intention du ministre de l'Agriculture. Un premier email, c'est d'avoir un œil très attentif sur les négociations commerciales qui sont en train de se dérouler entre la grande distribution et la transformation. On sait que la grande distribution, malgré la loi Egalim, malgré l'encadrement des promotions, est en train de tirer les prix vers le bas et de faire tirer les prix payés aux producteurs vers le bas. Et puis, le deuxième email, c'est de faire en sorte que dans l'année qui vient, cette loi Egalim soit enfin appliquée, de telle façon à ce que le bilan qui sera fait au moment des élections présidentielles et qui sera fait de la majorité présidentielle dans quelques mois ne soit pas le triste bilan d'un échec de cette loi Egalim initiée, je le rappelle, par nos élus de la majorité présidentielle, parce que c'est bel et bien eux qui ont lancé les débats. Nous irons cet après-midi à quelques délégations en GMS pour échanger avec les directeurs de magasins, de telle façon à avoir un petit peu plus de connaissances sur leurs intentions en termes de négociations commerciales. Et je ne vous cache pas que si nous devons, dans les semaines qui viennent, puisque les négociations commerciales se déroulent jusqu'à fin février, si nous devons de nouveau nous mobiliser, peut-être de manière différente, eh bien nous le ferons, parce que je refuse, et le jeune secrétaire général de la FDSEA que je suis, se refuse d'admettre qu'il n'y a plus rien à espérer de ces Egalim. Je l'ai dit, je le redis, ne rien faire serait accepté, donc je n'accepte pas. Et Madame la Directrice, j'espère que le message est passé et j'espère que vous allez faire remonter ça bien loin en direction de Paris.